Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Merci d'être là aujourd'hui pour cette troisième rencontre Être homme. Et aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer un bel homme, une belle âme d'homme. Alors, je vais dire ton nom complet, hein. Donc, le nom complet, c'est Benny Mazine Lukoki Vuanda. Ça, c'est le nom complet. Et au fur et à mesure, je vais raccourcir, je vais t'appeler Béni. donc, donc, merci d'être avec nous. Je vous présente donc Béni. Et maintenant, nous avons pris l'habitude de présenter les invités lors de la rencontre avec leur petit mantra vivre. Et lorsqu'on dit que la vie est notre chemin initiatique, je pense que dans le cas de Béni, c'est vraiment l'exemple même d'une initiation qui amène, bon ben voilà, on le découvrira à quoi ça amène, mais c'est vraiment, dans ton cas, je crois que c'est clair que la vie a été le chemin initiatique. Et de ce chemin initiatique, le petit mantra que tu nous partages, c'est « Je suis pur esprit, entier et innocent ». Et je dois dire que quand je l'ai lu, en plus ça termine sur ce mot innocent. Ce mot innocent, moi, m'a tout de suite... j'étais extrêmement touchée par ce mot. Et le sujet, après qu'on ait discuté un peu ensemble, tu as vraiment déterminé le titre du sujet. Okay. Et le titre du sujet aujourd'hui, c'est se réconcilier avec son être masculin après une agression sexuelle. Donc, après la discussion qu'on a eue, tu as vraiment tenu à ce que le titre soit très clair. On a aussi parlé de ce mot agression, parce qu'on va découvrir que toi, voilà, ça a été tout un cheminement pour pouvoir parler de ça. Donc, je propose que l'on te découvre. Voilà, super. Il y a encore une autre personne qui nous fait un petit coucou là pour nous dire qu'il est en notre compagnie. Bonjour Aline. Alors, Béni, est-ce que tu veux bien nous partager un peu, nous transmettre de ce sujet, comment avec un titre comme celui-là, on arrive à se découvrir un pur esprit entier et innocent. Alors, bonsoir, beauté à toutes les personnes qui nous accompagnent. Ce mantra, nous sommes pur esprit entier et innocent. En fait, il est devenu mon mantra lorsque j'ai commencé à prendre le longo. En fait, c'est une des proclamations de la danse initiatique d'ancrage longo. Nous sommes pur esprit entier et innocent. C'est une proclamation qui nous invite à prendre conscience que aucune blessure, aucun trauma, aucune violence, aucun échec, en somme, quel que soit ce que l'on a pu vivre dans la densité, dans la matière, aussi humiliant soit-il, rien ne peut entacher la pureté qui est la nôtre, la pureté avec laquelle nous venons sur Terre, la pureté avec laquelle nous repartirons sur Terre. Le sentiment que l'on peut éprouver qu'on a été sali après une agression sexuelle, par exemple, sentiment qui est normal, bien évidemment, découle a posteriori. C'est-à-dire que l'enfant qui fait l'expérience du viol, moi je préfère plus parler de l'expérience du viol que de l'agression sexuelle en tant que telle. Et avant de poursuivre, j'aimerais ouvrir une parenthèse et dire que ce qui sortira de ma bouche n'est pas la vérité, mais tout de plus une vérité parmi tant d'autres. Ton Une expérience. vérité, voilà, une vérité qui découle de mon expérience. Oui. Et donc, je disais, souvent, l'enfant qui fait l'expérience du viol, ben, la personne
l'adulte en tout cas, le place dans un cadre où il y a de la sécurité, il y a de la confiance, il y a de l'affection. Et l'enfant obéit par amour, si je puis dire, à cette personne qui lui demande de faire, d'exécuter certaines choses. Et en grandissant, en devenant adolescent, on commence à intégrer des notions de morale qu'on commence à intégrer en tant qu'adulte. On commence également à intégrer les jugements, le regard des autres. Et c'est notre regard en tant qu'adulte que nous portons sur l'enfant qui peut entacher, on va dire, la pureté de l'enfant. Mm. Et le corps, par exemple, le corps devient coupable. Et, et en rejetant l'expérience de l'enfant, et parce que nous sommes l'enfant et l'enfant est en nous, nous nous coupons aussi d'une certaine partie de nous-mêmes. Et ce qui fait que certains attributs, certains dons que l'enfant nous porte, eh bien, on n'a plus la capacité d'y accéder parce que nous nous sommes coupés émotionnellement, voire même énergétiquement de l'enfant. Mais l'expérience en tant que telle ne nous enlève rien, ni la pureté, ni l'innocence, ni notre entièreté, ni notre abondance, et en tant qu'être masculin, ni notre virilité, ni notre force, ni notre puissance. Après, en ce qui concerne la puissance, euh, c'est c'est intéressant parce que à un niveau symbolique, voire archétypal, le masculin pénètre, tandis que le féminin est pénétré. Du coup, lorsque un petit garçon fait l'expérience du viol, ben, le fait d'avoir été pénétré, et on sait que de 0 à 7 ans, le psychisme d'un enfant n'est pas encore stable. Il est en cours de structuration. Et symboliquement, son corps peut avoir le sentiment d'être une fille parce qu'il a été pénétré. Parce que symboliquement, ces archétypes-là, nous les avons intégrés d'une certaine Tout à manière. fait. Et en grandissant, bah, le fait d'avoir été pénétré, parce que dans l'inconscient collectif, le féminin est associé malheureusement à tout ce qui est émotionnel, à tout ce qui est affectif et surtout à la faiblesse, ben, l'enfant qui inconsciemment, le corps se considère comme une fille en grandissant, aura le sentiment d'avoir perdu sa puissance, aura le sentiment de ne pas être puissant, aura le sentiment de ne pas être viril, aura le sentiment de ne pas avoir tous ces attributs que l'on associe au masculin. Et bien évidemment, c'est une perception qui n'est pas totalement juste, mais du fait du choc et du jugement que l'adulte peut porter sur l'expérience de l'enfant, c'est ça qui peut nous donner l'impression d'avoir perdu un certain nombre de choses, alors qu'en réalité, on n'a rien perdu. D'où aussi, à partir de l'adolescence, au moment où on peut être plus dans un moment de partage dans la sexualité avec des enfants de notre âge, dans l'adolescence, tous les dilemmes et tous les questionnements qui peuvent se poser aussi quant à son orientation, parce qu'on est complètement Ouais, perturbé. bien Le sûr. corps, comme tu dis, a appris à ancrer le fait que lui, il a reçu une pénétration, alors que je suis un homme, et comme je suis un homme, finalement, à l'adolescence, ben, je fais quoi? Je suis celui qui pénètre ou celui qui est pénétré? Celui qui est pénétré. Ouais, Et donc exactement là, ça. toutes les perturbations, en fait, c'est vraiment un choc post-traumatique qui va durer, qui va marquer pour toute la Ah oui, vie. bien Il va sûr. falloir tout un temps, un long moment pour vraiment se trouver et retrouver cette pureté, cette innocence qui, comme tu dis, n'a pas été entachée, mais il va falloir et la retrouver et se rendre compte que oui, on la porte toujours. Parce Ouais. qu'à l'adolescence, ça va se passer comment à ce moment-là? Moi, les souvenirs en commencement sont revenus vers peut-être 14-15. Ouais. 14-15 et c'était plus au niveau, c'était plus des sensations en vérité. Et c'est là que mon corps commençait à éprouver certaines sensations. Mm. Donc mon corps redemandait et redemandait en fait le sensation de la pénétration. Oui. Et après là, j'ai abordé des sujets qui sont un peu tabous pour beaucoup de personnes.
notre corps est parcouru par des zones érogènes. Donc, des 3 ans à 102 ans, toute zone érogène qui est stimulée, la personne ressentira du plaisir. Mm. Et il peut arriver qu'un petit garçon qui a été abusé, l'enfant dans toute cette innocence, dans toutes ses spontanéités, ait pu potentiellement ressentir du plaisir parce que certaines zones érogènes ont été stimulées. Tout à fait. Mais pour l'enfant, il n'y a rien. Il y a une personne avec qui j'avais travaillé qui me disait que quand elle aussi elle a vécu cette expérience du viol, après elle est partie voir sa mère. Ah maman, ben, tonton m'a fait ça. Mais sans forcément prendre conscience qu'il y a abus ou pas abus. Tout à fait. Et à l'adolescence, en grandissant, avec, comme je disais tout à l'heure, tout ce côté moral, notamment religieux, parce que dans les textes, dans les 3 religions principales, entre guillemets, euh, tout rapport sexuel entre hommes est interdit, est un péché et nous éloigne du paradis, donc des dieux. Du coup, puisque mon corps a été pénétré, ben, le plaisir que l'enfant ait pu naturellement ressentir du fait des zones érogènes, eh bien, pour l'adolescent et pour l'adulte, ça devient un plaisir coupable. Coupable. Mm. Oui, D'où la culpabilité que l'on commence à se porter. oui. Et tout Et puis, l'autoflagellation, tout le jugement. ouais, et puis tu disais aussi de 0 à 7 ans, au niveau du psychisme, l'enfant n'a pas vraiment la capacité non plus de pouvoir, voilà, lui, il a ressenti du plaisir, mais plus il approche de ses vers 6-7 ans, plus quelque chose qui commence à se construire dans le psychisme lui dit qu'il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Donc entre 0 et 7 ans, il ne sait pas, surtout que comme tu le dis, bien souvent, ce seront des personnes avec qui il y a un lien affectif ou en tout cas une projection de ce lien affectif. Ouais. Et donc, il y a les deux paramètres. Il y a le corps qui répond à une zone érogène, Mhm. donc la biologie, et puis il y a la partie psychologique qui est je réponds aussi à mon besoin d'affectivité parce qu'il y a ce lien avec très souvent, ou en tout cas cette projection de lien. Et l'ensemble des deux étant mélangés à une période où il n'y a pas la maturation psychique pour dire que l'ensemble des deux, ce que je voulais, c'est vraiment un acte sexuel comme l'adulte l'entend. Et Bien c'est à sûr. cet endroit-là que celui Qu'il y a qui, abus. par On contre, peut voilà, parler à d'abus, cet oui, endroit-là qui a bien bu. sûr. Parce que celui, par contre, qui est censé le savoir, c'est l'adulte, en fait. C'est Mais bon, l'adulte qui est censé le savoir. voilà, voilà. L'enfant, effectivement, des 0 à 7 ans, l'enfant n'a ni la force psychologique ni émotionnelle pour dire non et comprendre que l'acte que l'adulte est en train de le faire vivre est censé ne pas avoir lieu. Oui. D'où aussi toutes les confusions qu'il peut y avoir entre sexualité et affectivité lorsqu'on a vécu ça. C'est Parce ça. que forcément, les deux étant extrêmement, complètement mélangés, ben, plus tard, ben, c'est difficile de faire le tri aussi. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, ça, c'est à l'adolescence. Et C'est l'adolescence. voilà. Et du coup, bah, j'ai eu comme je disais tout à l'heure, des questionnements sur mon identité sexuelle. Est-ce que je suis homosexuel? Est-ce que je suis hétéro? Et dans mon cas, le conflit intérieur était assez intense parce que je suis issu d'une d'une famille très chrétienne. Oui. J'ai été au catéchisme. Et dans l'éducation, en tant que chrétien, l'homosexualité est un péché. Et donc, il y avait toute cette honte que je pouvais ressentir par rapport à cette expérience, par rapport à Dieu. Mais cette honte, l'intensité de cette honte, et ça, je ne l'ai compris qu'il y a quelques années, la honte que l'on peut ressentir par rapport à l'expérience du viol ne se limite pas en fait à une honte personnelle, mais à un niveau vraiment subconscient, un niveau symbolique. En fait, c'est une honte vis-à-vis des dieux en réalité. Parce que quand on est enfant, par rapport à l'éducation religieuse, on veut plaire à Dieu, on veut faire ce qui est bon pour Dieu, on veut que Dieu nous aime, on veut que Dieu nous accueille, nous approuve. Mais si j'ai vécu quelque chose que Dieu proscrit, que Dieu interdit, ben, je ne suis plus digne d'être proche de Dieu. Et Oui. d'où cette culpabilité que l'on peut porter pendant
très longtemps. Et cette culpabilité, en grandissant, peut changer de forme. Elle peut changer de forme dans quel sens? Eh bien, dès lors que je vis une expérience où je peux ressentir du plaisir, eh bien, juste après, je mets en place un système où j'auto-sabote. Le sabotage. Sabotage. Donc, je fais quelque chose, je fais un travail, on me complimente. Ouais, mais c'est rien. Ouais, mais on m'a aidé. Oui. On a toujours tendance à minimiser parce que ressentir du plaisir, on l'associe au plaisir de l'enfant et qui est un plaisir coupable. Oui, oui, et en plus, c'est ce que tu dis là par rapport cet endroit de plaire à Dieu. Il y a aussi le fait que, étant enfant, ben, l'adulte en question, il est un peu assimilé à Dieu. Je veux dire, on Il est lui un peu prête tout le assimilé. Il est pouvoir. Dieu. Il Oui, est il est Dieu. Dieu, il est Il est Dieu. Dieu. Donc, C'est carrément ça. se rendre compte que vraiment sur un plan holistique, c'est vraiment, on est touché jusque dans l'âme, quoi. C'est notre âme, Mhm. notre esprit divin où on se croit coupable, évidemment. Alors, Bon, c'est comme il y a quand même plusieurs personnes qui sont là, qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à poser des questions à Béni si vous le voulez. Il y a, je crois, par exemple, cette question de ce lien entre la religion, avoir l'impression que ce qu'on a vécu, puisqu'on est sale, on ne mérite plus Dieu, et que par la suite, parce qu'en fait, le plaisir, c'est dans tout, comme tu le disais, dans tout. dans mon travail, j'ai du plaisir à ce que je fais, je suis passionnée, ben, c'est quelque chose que je vais toujours soit minimiser, soit je vais toujours en faire encore et encore et encore, parce que je ne mérite pas, je dois mériter, je dois en faire encore et encore. Donc, n'hésitez pas à partager, et je me ferai un plaisir de communiquer à Béni vos questions ou vos réflexions, en tout cas. Voilà. Oui, Béni, alors, Et, continue. euh, et donc, oui, donc, du coup, il y avait ce conflit-là dans l'adolescence. Donc, cette honte. Est-ce que je suis homosexuel? Est-ce que je suis hétérosexuel? Et en même temps, il y avait le corps, du coup, qui, puisque le corps est un corps de plaisir. Pendant plus de 2000 ans, on a diabolisé le corps. On a fait en sorte que on s'éloigne du corps parce que le corps a été conçu pour ressentir du plaisir et il n'y a aucun mal à ressentir du plaisir. Et lorsque le corps, du coup, a commencé à éprouver certains plaisirs en lien avec la pénétration que l'enfant avait vécue, bah, l'adolescent, du coup, se sentait perdu entre la honte, ah non, j'ai pas envie. Et on sait très bien que le corps est bien plus fort que le mental. Et donc, ce conflit-là que je ne parvenais pas à résoudre, en fait que j'ai traversé plusieurs moments de déprime, j'ai traversé plusieurs vagues de dépression et j'ai eu des pensées suicidaires euh, parce qu'après, outre les sensations, après il y avait aussi des images. Les images que mon imaginaire me envoyait. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans des explications ésotériques, mais disons que je ne me sentais pas capable à cet âge-là de combattre et de refouler ces images. Oui. Et, euh, et ça me pompait en fait toute mon énergie, ça me pompait toute mon énergie. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, mais merde, j'en ai marre. Et donc, les pensées suicidaires m'ont un peu traversé. Oui, Et, oui. Et euh, c'est quelque chose qui est assez commun, je ne sais pas si on peut dire commun, mais ce genre de choc post-traumatique va vraiment créer la dépression, euh, entraîner facilement, en tout cas, des possibilités de dépression et d'idées suicidaires. Et c'est voilà, j'insiste un peu là-dessus parce que je me dis que pour tous ceux qui accompagnent des adolescents, qui accompagnent des enfants, euh, c'est c'est vraiment, vraiment, vraiment important de se rendre compte à quel point cet impact par la suite ce sera vraiment une atteinte à la vie de la personne, quoi. Mm. bien sûr. Bonjour D'autant David que, qui nous a rejoint aussi. David, bienvenue, bienvenue. Oui, oui. Tu disais d'autant que il y a dans le subconscient l'information que nous ne sommes pas dignes de l'amour des dieux. Donc, quoi qu'il en soit, même si on porte atteinte à notre vie, puisqu'on a été sali,
et qu'on est impur, du coup. Et moi, je sais que j'étais très religieux. Et pour moi, plaire à Dieu, c'était, c'était, c'était l'idéal, si je puis dire. Et donc voilà, il y a vraiment cette honte, ce sentiment, cette croyance de, de m'être éloigné des dieux. Et au-delà de tout ce conflit un peu émotionnel, psychico-émotionnel, corporel qu'on peut ressentir et qui peut nous amener effectivement à nous noyer dans un puits de pensées négatives ou suicidaires, en fait, il y a tout simplement l'information. C'est que, on va dire, c'est l'enfant, en vérité, c'est a peur et a honte et que si les gens découvrent ça, mais qu'ils ne soient plus aimés. Et Ça veut cette dire, peur de ne pas être aimé, oui, effectivement, on pourrait penser que c'est la peur de ne pas être aimé par ses parents, mais c'est une peur qui est métaphysique, oui. en fait. L'enfant est déçu de ne plus être aimé par Dieu. Donc pendant Parce toute que cette période-là, tu n'en parles pas, j'imagine alors. non, Personne ne le sait. non, on n'en parle à Donc personne. tes états d'âme, ta dépression, etc., personne ne comprend en fait. Personne. Ouais. Personne ne comprend, surtout personne ne sait. Oui, Personne ne sait, et d'autant que j'étais quelqu'un plutôt joyeux, mm, donc c'était entre moi et moi. oui, C'est à moins il est très difficile à moins de connaître vraiment la personne et de la fréquenter assez intimement pour voir si cette personne est dépressive ou non. Et parce que dans la plupart du temps, on ne regarde que très peu et que tu dis à quelqu'un ça va, la personne te répond oui, ça va, tu passes à autre chose. Alors que derrière ce ça va, il y a j'en ai juste marre de vivre. oui, D'autant que même dans ce ça va-là, on ne regarde même plus tellement les gens qu'aujourd'hui quand on les salue. C'est un bonjour qui est mécanique. tout à fait. Et du coup, les gens qui souffrent, bah, on ne sait pas forcément en fait qu'elles Ouais. souffrent. Et moi, j'ai des amis avec qui j'ai grandi. Quand j'ai commencé à en parler, ils étaient surpris. Ils ont dit, mes frères, je suis désolé, je ne savais pas que tu avais vécu ça. Et là, la première fois que j'en ai parlé, c'était à une copine, une femme que je fréquentais. J'en ai parlé. En fait, les premières personnes avec qui j'en ai parlé, c'est mes ex. Mm, mm, Ouais, c'est d'abord mes ex avec qui j'en ai parlé. ouais, ouais. Et quand tu as pu, quand la parole a pu se libérer, j'imagine, ça, enfin, ça doit aussi être un moment énorme. Ça. Tu vois, j'en perds la parole. La première fois que tu peux le dire, ça, c'est. Bah, la première fois qu'on t'en parle, bah, ça te permet de prendre conscience que la croyance selon laquelle si une personne découvre que tu as fait l'expérience du viol, tu seras rejeté, tu seras plus aimé, bah, que c'est juste une croyance et qu'elle n'est pas vraie. La preuve en est que lorsque tu en parles à une personne qui t'aime, bah, la personne elle reste quand même là Oui, et elle ne te juge pas, elle ne te rejette pas. Mais par contre, toi, par rapport à ton conditionnement, il y a toujours des mécanismes inconscients qui se mettent en place afin que tu ne te sentes pas digne de recevoir de l'amour. oui, Tu ne te sentes pas digne d'être aimé. Parce que l'enfant en toi, l'adulte ou l'adolescent a porté un regard coupable sur l'enfant. Et du coup, bah, chaque fois qu'il regarde l'enfant, il dit bah, t'as vu ce que tu as vécu, tu mérites même pas. Et qui va t'aimer alors avec ce que tu as vécu? Et même quand on est dans une relation où on est rempli d'amour, eh bien, cette interdiction fera en sorte qu'on va auto-saboter la relation. tout à fait. Et tu expliquais aussi que tu te rendais compte que cette expérience avait réveillé dans ton corps énormément de sensualité, que tu te Mhm. découvrais une personne très sensuelle et donc à la limite pour toi tu te demandais si ça c'était masculin, ce niveau de sensualité-là. Oui. Bah, dernièrement, quand je parle avec mon corps, parce
parce que souvent je parle avec mon corps. Et j'ai pu comprendre en fait une info, parce que je disais toujours que au niveau symbolique, l'esprit de l'enfant, du petit garçon, se- parce qu'il a été pénétré, du coup, il a l'impression d'être une petite fille. Mais au-delà de l'esprit, son corps, en fait, son corps se prend à l'impression que c'est le corps d'une petite fille. Et j'ai dit, mais oui, mais c'est vrai. Parce qu'on a toujours tendance à parler de l'esprit, mais c'est le corps en vérité qui fait les choses. Et donc, j'étais un petit garçon, mais à un niveau subconscient, et on sait que le subconscient contrôle 95% de notre esprit, bah, j'avais le corps d'une petite fille. Et ce qui fait qu'en grandissant, euh, même dans ma manière de, euh, de danser, en fait, instinctivement, je modélisais quand je dansais des femmes. Mm. On sait que dans les danses africaines, les hommes aussi bougent le bassin. Mais D'accord. moi, je modélisais plus les femmes. J'étais plus inspiré par les mimiques des femmes quand elles dansaient. Euh, dans ma gestuelle inconsciente, dans mon langage non verbal, il y avait beaucoup de féminin. Il y avait beaucoup de sensualité, comme tu disais. Et, et quand tu arrives vers 18 ans, 19 ans, bah, tu commences à vouloir un peu définir ton identité en tant qu'homme. Même avant, hein, même au collège déjà. Vouloir définir ton identité en tant qu'homme. Et moi, j'ai été nourri et bercé par les films afro-américains où les hommes, ouah, ils sont les hommes super musclés, forts et tout, qui s'imposent, virils, avec beaucoup d'autorité, pas d'émotion. Ok. Du coup, moi, c'est ça que je voulais être. Je me suis dit, voilà, je vais ressembler à ce mec dans Boys and Hood, dans Boston Up avec Snoop. Mais sauf que non. Sauf que inconsciemment, j'avais cette sensibilité qui était présente et je ne pouvais pas aller à l'encontre. J'avais cette vulnérabilité qui était là et je ne savais pas comment m'en débarrasser. Et j'étais persuadé que, bah, du coup, mon masculin, il était faible, puisque on nous a montré que le masculin fort ressemblait à ça. Et moi, lorsque j'essaie de m'ouvrir à ce masculin, mais j'arrivais pas. Et donc, du coup, la culpabilité, je commençais à me sentir un peu faible. Et, euh, et dans les relations, bah, à l'intérieur de moi-même, j'avais vraiment du mal à me sentir homme. Mm. Parce que dans les films, les hommes, c'est pas comme ça qu'ils se comportaient. Ils avaient de l'assurance, ok, ils avaient cette prestance. Alors que moi, j'étais plutôt sensuel, dans la douceur, tout. Et je pensais que bah, c'était mon masculin qui était faible. Et j'ai compris, mais c'était qu'en 2000, quand je commençais en fait ma formation au Longo. Donc le Longo, c'est une danse initiatique d'ancrage congolaise, où j'ai compris en fait que ça n'avait rien à voir avec mon masculin. Parce que dans le Longo, il y a vraiment cet enseignement que l'on trouve dans beaucoup de traditions, qui est nous sommes des êtres androgynes. Que l'on soit homme ou femme, on a une partie féminine et une partie masculine. Et bien, ce n'était pas tellement mon masculin qui avait un souci, c'est juste que du fait d'avoir fait l'expérience d'être pénétré et que le corps de l'enfant a commencé à se considérer comme une petite fille, ben, du coup, j'avais tous les attributs associés au féminin qui étaient surdéveloppés. Oui. Ce qui fait que bah, j'étais un peu déséquilibré, en fait. J'étais un peu déséquilibré. Et moi, n'ayant pas conscience de l'existence du féminin en moi, en tant qu'homme, ben, et que ne connaissant que le masculin, du coup, les masculins par défaut que la société nous propose, et ben, j'ai commencé à rejeter ce masculin. Alors que non, ça n'a rien à voir avec mon masculin. C'était juste que mon féminin était un peu plus développé du fait de mon expérience. Et c'était vraiment wow, intellectuellement déjà une prise de conscience. Après, connaître par la tête, ça suffit pas. Il faut que le corps l'intègre. Et le Et corps. donc, dans le longo, il y a tout un process, des mouvements qui t'amènent justement à danser, à célébrer ton masculin, à célébrer ton féminin, afin que chaque partie trouve sa place. Et dans le longo, on dit que la paix survient lorsque ton masculin et ton féminin s'accouplent. Du coup, Oui. le masculin il prend conscience de son rôle, de son importance, et le féminin prend conscience de son rôle, de son importance. Il n'y a plus de conflit, personne ne veut prendre la place de l'autre. Oui, les deux Et quand dansent ensemble.
bah, les deux dansent ensemble et tu comprends que c'est pas soit l'un, soit l'autre. Parce qu'on est aussi dans une société un peu dualiste. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Soit je suis chrétien, soit je suis ça. Soit je suis pour ça, soit je suis contre ça. Ouais, Alors que, et c'est ce à quoi de plus en plus des gens s'ouvrent, plutôt que de mettre ou, il faut mettre un et en et vérité. Que absolument. lui, dans l'univers, tout s'additionne. Tout, c'est une somme de plus, 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 plus. Du coup, on comprend que bah, je peux être sensible tout en étant puissant. Je peux être vulnérable tout en étant fort. Je peux exprimer tous ces attributs que l'on peut identifier au féminin tout en incarnant tous ceux que l'on associe au masculin. Et je n'ai pas à choisir l'un ou l'autre, mais les deux peuvent cohabiter simultanément. Ça, Et c'est... pour, Oui, et merci. pour, et pour arriver à cette conclusion-là, bah, il y a un deuil déjà que tu vas faire. Il y a un deuil du coup, tu vas faire au masculin que tu ne ressembleras jamais. Et du coup, bah, tu accueilles ta sensibilité, tu donnes la permission de pleurer, tu donnes la permission d'exprimer tes émotions, tout ce que l'on a interdit aux Oui, hommes. oui. Et en même temps, enfin, comme tu disais, on n'a pas à choisir. Il faut intégrer les deux. On a les deux. Il faut aimer les deux. Et comme lorsque tu parles de ce deuil du masculin que tu intégreras jamais, mais finalement, ce masculin-là, bah, est-ce qu'il ne serait pas aussi déséquilibré alors? C'est ce qui lui manque. Bah, en fait, bah, oui, bah, oui, il est déséquilibré aussi. Mais Oui, puisque donc, pour notre personnalité, finalement, puisque quand il y a, depuis un certain nombre d'années, tu vises un objectif que tu ne veux pas l'atteindre, il y a une déception, il y a une c'est culpabilité ça. qui se fait. Et quand tu prends conscience que bah, tu ne l'atteindras pas, et ce n'est pas parce que tu n'atteins pas cet objectif que il t'est impossible de ressentir le sentiment que tu espérais vivre en atteignant cet objectif. Oui, c'est Du ça, le coup, sentiment qu'on du coup, espérait vivre. c'est Oui, plus tellement ce masculin-là, afro-américain, que je voulais devenir, mais qu'est-ce que ça représentait pour moi? La force, la puissance, la confiance, la virilité. Ok. mm, Et si c'était possible de ressentir cette confiance, cette virilité, cette assurance, même si mon masculin ne ressemble pas à ça. Et oui, c'est là, du coup, là, le cerveau commence à se câbler pour chercher des moyens, des possibilités, à réveiller des pensées, des images, pour te permettre, du coup, de devenir cet homme que tu as envie de devenir. qu'on Et au voudrait sujet du, devenir. Oui. et au sujet du masculin, il y a plusieurs visages. L'expression du masculin, il y en a autant qu'il y a des humains. Mais bien Autant sûr, qu'il y a des humains. illimité, oui, tout à fait. Illimité, à l'image de l'homme. Illimité, oui, oui, oui. Il y a un témoignage ici de Xavier qui nous dit, dans mon histoire familiale, il y a eu de l'abus. Moi, je n'ai pas le souvenir ni la sensation d'avoir vécu personnellement de l'abus sexuel, mais par contre, je porte la culpabilité par rapport au plaisir. Et ça, c'est peut-être aussi important de savoir que cet acte est un acte qui, en fait, va avoir un impact sur toute la famille, donc la Tout à fait, systémique au bien niveau sûr. familial et systémique au niveau de la société. Et donc, c'est vraiment un problème culturel, un problème qui devrait intéresser vraiment ce qui touche à la santé publique parce que ça Bien touche sûr. tout le monde. Et donc, il dit... euh, j'ai pas fini, non. Donc, il m'a fallu, ouh là là, je crois que je suis beaucoup plus loin, ça a bougé là. À l'adolescence, j'avais peur de devenir un pervers. La moindre pulsion, je devais la contrôler. Il m'a fallu beaucoup de temps pour parler librement de sexualité et je me suis rendu compte que mes désirs étaient tout à fait légitimes. Il m'a fallu beaucoup de temps et de travail sur moi pour parler un peu plus librement de sexualité. J'ai pas fini mon chemin par rapport à ce vécu. Je me sens proche de ton témoignage, Béni. Cela me nourrit des témoignages comme le tien. Et il faut du courage pour se dire tel que l'on est. Marissé qui nous dit également surprise et touchée de savoir qu'un petit garçon pénétré peut s'identifier à un corps de petite fille et toutes les dérives que cela peut impliquer dans son identification sexuelle. Donc, merci Béni de partager ton expérience. Et je me souviens que lorsqu'on avait parlé un peu ensemble, je t'avais dit, mais comment est-ce qu'on sort de là? Quels sont
Quel a été le chemin pour sortir de là? Et je me rappelle que la première chose que tu m'as dit, c'est libérer la parole. Mhm. Et, Euh, et ça, c'est aussi quelque chose, la parole qui se libère, c'est quelque chose qui commence à venir plus en de plus, plus en plus. Je trouve que nous surtout. rentrons dans une période, dans l'ère de l'humanité qui justement doit réparer tout ça, doit réparer ce rapport masculin-féminin et où la parole commence à se libérer. Mais libérer la parole au niveau des hommes, tu expliquais que tu as commencé d'abord par te livrer auprès de tes ex, donc auprès des femmes. Mhm. Comment ça a été le chemin pour oser en parler face à des hommes, à parler à un homme, libérer la parole des hommes? Euh, Ça, j'imagine que c'est encore une étape totalement différente à cause de justement, comme tu disais, le deuil que l'on a à faire du masculin que l'on n'atteindra Oui. pas. Je voudrais revenir sur le témoignage de Xavier quand Oui. il dit que moi, je dis justement, de par cette expérience, et là où je le rejoins, c'est que l'enfant ne le... Il m'a fallu du temps pour admettre qu'il s'agissait d'un abus. Il m'a fallu du temps, lorsque j'en parlais à une amie, de reconnaître que c'était un viol. Parce Absolument. qu'il n'y avait pas de brutalité, il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait rien qui pouvait amener l'enfant qui n'est pas encore structuré à pouvoir identifier ces actes comme, entre guillemets, mauvais. Donc l'enfant dans toute cette innocence-là, cette personne qui m'aime, ce qu'elle me fait expérimenter, n'est peut-être qu'une expression de l'amour. Et donc c'est vraiment tout un travail de déconstruction qui a été important pour pouvoir reconnaître et ensuite nommer la chose telle qu'elle est. Et, euh, et dans mon expérience, j'ai découvert aussi, c'est du transgénérationnel. C'est Bruno Clavier, un psychanalyste transgénérationnel, il dit presque tous les abus sexuels, tous les incestes, c'est que du transgénérationnel. C'est Oui. pratiquement que du transgénérationnel. Et là, on n'est même plus dans une question des blancs, des noirs, toute l'humanité est entachée par les viols, par l'inceste, toute l'humanité, toute l'humanité. Après, je ne vais pas rentrer dans les trucs religieux parce que ça nous emmènerait loin, mais dans l'exemple du Congo, par exemple, on n'en parle pas parce que c'est tabou. Mais j'ai eu à échanger avec des tontons qui ont été dans le couvent et qui m'ont dit que pratiquement tous les petits garçons, nos grands-parents, étaient abusés par les prêtres. Et pareil pour les femmes. Sauf que ce choc-là, en psychothérapie, on parle de fantôme familial. Donc l'enfant qui n'a pas su gérer ça, il le transmet à son fils. Son fils, lui aussi, va répéter ce schéma-là, et qui va le transmettre, ça va se transmettre, ça va se transmettre, et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Donc, et même si on n'est pas au courant de l'histoire de la famille, on ne connaît pas l'histoire de papa, on ne connaît pas l'histoire de maman, les enfants sont télépathes. Ils connaissent l'histoire de la famille, mais ils ne savent pas qu'ils la connaissent. Néanmoins, ils l'expriment inconsciemment dans leur expérience. Et c'est en ça que, comme tu dis, c'est important qu'on puisse vraiment parler des abus. Non pas pour incriminer une telle personne, parce que moi, je ne suis pas de ceux qui collent une étiquette aux personnes qui font vivre ces expériences-là des enfants violeurs. Donc, la personne n'est plus rien d'autre qu'un violeur. On associe l'être de cette personne à un violeur. Alors que souvent, les personnes qui reproduisent ça ont eux-mêmes été abusées. Et quand Xavier dit qu'il avait peur de devenir un pervers, j'avais aussi peur de devenir un pervers. Et à un moment donné, j'ai eu des pulsions qui me poussaient à refaire la même chose avec des enfants. Et qui fait que c'est aussi ça qui m'a amené à vouloir me suicider, me dire, mais je sais, comment est-ce que je vais faire pour me débarrasser de ça? Donc, il y a, c'est normal d'accompagner les personnes pour ces expériences. Et là, je vais parler ce qui m'a amené à me reconstruire peu à peu. Il y a vraiment plusieurs étapes. Il y a l'aspect où tu es en colère contre cette personne. Tu l'insultes, tu veux qu'il meure, tu as envie de prendre un couteau, tu lui coupes la gorge. Et ça, c'est tout à fait normal. Il faut accueillir cette étape. Euh, Moi, je lui avais écrit une lettre. Enfin, non, je lui avais envoyé un message sur Messenger.
sans réellement nommer la chose. Et j'espérais en fait qu'ils reconnaissent, voilà, excuse-moi, Béni, et la personne n'a pas reconnu. Ben Du coup, non. moi, j'étais furieux. Tu vois, ah, mais de quoi tu me parles et tout, moi, j'ai que des bons souvenirs. Je me dis, mais de quoi tu parles? Bah, après, c'est à moi de nommer la chose. Oui, Et ça, tout là, je à me suis fait. rendu compte que bah, la plaie, elle n'était pas suffisamment cicatrisée pour pouvoir nommer. Du coup, j'ai laissé couler. Et du coup, un grand frère qui est thérapeute, qui m'a accompagné, il m'a dit, mais oui, on aimerait que la personne reconnaisse et s'excuse. Mais non, Non. mais non. La personne peut parfois même avoir oublié, peut parfois même avoir refoulé, et parfois peut par honte, justement, bah, ne rien dire. Ne rien dire. Et il y a un élément important qui peut expliquer, et ça je l'ai vraiment compris, qu'un enfant, qu'une personne qui a vécu, qui a fait l'expérience du viol à reproduire, c'est que lorsque tu as été abusé en grandissant et lorsque tout le stress post-traumatique commence à se réveiller, bah, tu prends conscience que tu es dans un rôle de victime et que la personne qui t'a fait vivre cette expérience, au-dessus de toi, il est puissant. Sauf que toi, tu es victime, tu n'as plus de puissance. Et un des mécanismes pernicieux pour l'inconscient de plus être victime, mais de récupérer son pouvoir, eh bien, et de prendre la place de l'abuseur. Et donc, du coup, il sera plus en dessous, mais il sera à la place de l'abuseur. Et il y a des personnes qui le feront qu'une fois. Ils abuseront peut-être qu'une seule fois. Mais pour reprendre ce pouvoir, Tout et à bien fait. sûr, Oui. ils vont être mal pendant toute leur vie. Mais c'est l'un des mécanismes pernicieux que l'inconscient a pu trouver pour récupérer son pouvoir. Et donc, pour la guérison, la première étape, donc j'ai écrit à cette personne, bon, qui n'a pas reconnu, donc j'étais furieux, j'étais en colère, mais en même temps, je ne vais pas lui demander de reconnaître. Euh, et ce qui m'a permis de dépasser cette haine, cette colère que j'avais en son encontre, déjà, c'est quand j'ai fait des séances de régression où je me suis vu dans d'autres vies, bah, j'ai violé des enfants. Euh, et ok, ça c'était une première étape. J'ai accepté toujours pas. Je me dis ouais, mais non, ça n'excuse pas. Et surtout quand j'ai eu des infos que la personne elle-même a été abusée. Et du coup, je regardais plus l'adulte fort qui a abusé de l'enfant. Mais je voyais juste en fait un autre enfant, un enfant qui souffre. Et, et là, il y a eu un peu de compassion. Et là, c'est vraiment là que toute sa force, toute sa puissance, tout ce que je pouvais, tout son côté bourreau, en fait, a commencé à tomber progressivement parce que je voyais juste un enfant qui pleure. Lorsque j'ai découvert que cette personne avait été parent, j'ai juste prié pour qu'il puisse avoir la force psychique et corporelle de ne pas reproduire la même chose sur son enfant. Parce que il y a des pulsions qui sont telles que, à un moment donné, c'est le corps demande. Psychiquement, on n'a pas suffisamment de force pour pouvoir résister et on peut passer à l'acte. Évidemment, ça n'excuse pas tout. Mais ce serait important aussi de comprendre et de tenir compte de la souffrance émotionnelle des personnes qui, en grandissant, reproduisent la même chose. Et Absolument. donc, libérer la parole, pourquoi c'est important de libérer la parole? Et ça, toutes ces infos, c'est vraiment, je les ai compris vraiment que plus tard. Ça fait 10 ans que moi, je travaille là-dessus. Euh, et comme vous saviez, la destination est encore loin. Euh, j'ai compris en fait que lorsque tu vis l'expérience du viol, l'enfant vit l'expérience du viol, bah, tu es enfermé dans cet espace avec cette personne. Et aujourd'hui, la physique quantique nous dit que passé, présent, futur existent simultanément. Et on sait également que l'enfant, un individu qui vit un trauma, une partie de son esprit reste coincée à 4 ans, à 3 ans. Oui. Du coup, si le passé, le présent et le futur existent simultanément, et souvent lorsque ces abus-là se produisent, bah, c'est dans le secret. La personne te dit, ça reste entre nous. D'accord. Ça veut dire que
cette expérience-là du viol existe, continue d'exister. Et ce qui fait que les émotions que l'on peut ressentir, comme la honte, comme la culpabilité, ben, c'est autant plus vif parce que au niveau subconscient, le temps n'existe pas vraiment. Et quand tu libères la parole, avant de libérer la parole, d'en parler à mes parents, je vais d'abord parler à un grand frère qui est thérapeute, qui du coup a incarné une figure d'autorité pour moi. Et je lui ai raconté ça. Euh, et quand j'en ai parlé à mes parents, ben, j'ai compris en fait quand on parle à une personne qui incarne une figure d'autorité, mais c'est mieux que ce soit les parents. Après, c'est un peu plus difficile d'en parler aux parents, mais bon, j'en reviendrai comment faire pour parler aux parents quand on a honte, on n'ose pas. Quand on parle à ton père et à ta mère, ben, l'enfant sait que papa et maman sont là pour me protéger. Du coup, quand tu leur dis, c'est comme si tu les invitais à rentrer dans cet espace où il y a cette personne qui abuse de toi. Et parce que cette personne ne peut pas faire ça devant tes parents, justement, quand il t'a fait vivre ça, il ne veut surtout pas que tu en parles à tes parents. Et moi, je voyais vraiment le petit garçon qui se levait, qui prenait papa et maman dans les mains et qui regardait cette personne. Tu m'as fait vivre ça quand j'étais seul, maintenant ose me faire ça devant mes parents. Donc le petit garçon trouvait réellement de la force et de la puissance pour pouvoir regarder cette personne en face et lui dire non. Et lui dire non, maintenant tu sors. Et du coup, symboliquement, quand cette personne est sortie, et parce que toute notre structure psychique et émotionnelle ne fait qu'obéir à des croyances symboliques que nous avons, et progressivement, l'impact et la souffrance émotionnelle a commencé à diminuer petit à petit, petit à petit, petit à petit, parce que je n'étais plus tout seul. Et même s'il y a des réactions physiologiques qui veulent me renvoyer à cette expérience, par exemple pour ressentir de la honte, bah, je sais aujourd'hui que je ne suis plus tout seul dans cet espace et qu'il y a des personnes qui m'aiment, qui sont là pour me protéger. C'est vraiment ça en quoi libérer la parole, elle est super importante. Oui. Elle est vraiment, vraiment super importante. Ça te permet du coup de couper la chaîne du secret. Et dans les, enfin, et toutes ces transmissions-là inconscientes qui se fait de génération en génération lorsqu'une personne a vécu un abus et qui le transmet, bah, cette personne garde aussi le secret. C'est-à-dire que tu libères non seulement la parole pour toi, mais pour toute ta lignée maternelle, pour toute ta lignée paternelle. Et c'est en ça que le secret, du coup, est ramené à la lumière. Oui. Et dès lors que tu ramènes ça à la lumière, eh bien, tu donnes la possibilité aux futures générations, si jamais elles vivent une expérience similaire, bah, de libérer la parole et d'oser en parler. Oui, C'est tout à fait. vraiment ce en quoi libérer la parole elle est importante, tant pour soi, mais également pour la guérison de nos lignées maternelles et de nos lignées paternelles. Et j'ai un ami, quand il a vu ma vidéo, il a dit, bah, je lui dis quelque chose, bah, moi aussi, j'ai été abusé quand j'étais enfant. Euh, Ta vidéo m'a donné de la force d'en parler à mon père. J'en ai parlé à mon père. Et mon père, il m'a regardé, il a pleuré. Et il m'a dit que lui aussi, il avait vécu ça quand il était enfant. Et c'était juste énorme. Il m'a dit, mais j'aurais jamais pensé. On dit souvent, oui, mais chez les Africains, il n'y a pas de sentiments, les mots d'amour sont rares, blablabla. Mais parce qu'il y a des choses que les parents ont vécues beaucoup de parents sont morts émotionnellement. Mais Ils ne bien peuvent sûr. pas exprimer cette sensibilité à un homme qui a été abusé. Il y a tout ce combat-là qu'il mène pour que chaque toucher ne soit pas transformé par une pulsion ou par un désir sexuel. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours chez nos parents. Oui. Et, et il m'a dit, à partir de ça, la relation avec mon père n'a jamais été aussi bien. On échange, on parle, on est devenus proches. Et le fait de libérer la parole, ben, il libère également son père, du coup, qui est libéré de la honte, de la culpabilité, et du coup, c'est aussi les grands-pères, c'est aussi toute la lignée qui est libérée. Et c'est juste magique. Oui, oui, oui. C'est Ah oui, juste oui, magique. merci. Vraiment, merci d'expliquer aussi bien tout cet aspect transgénérationnel, quoi, comme tu dis. Et peut-être que on est aussi dans ce moment extraordinaire de l'humanité où, que la parole commence vraiment à se libérer, ça veut dire Ouais, de plus qu'on en est plus. vraiment en train de nettoyer, de libérer de manière transgénérationnelle tout ce qui s'est passé dans cette humanité. Et puis aussi ces mots que tu dis, euh, ce combat perpétuel, que chaque toucher ne soit pas converti en un acte peut-être Mhm. pervers, quoi, mais c'est une attention Le-
permanente, quoi. permanent, bien sûr. Oui, Et moi, j'ai vu. oui, Et même si psychiquement, j'avais conscience que, bon, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, intellectuellement, consciemment plutôt, je dirais, j'avais compris certaines choses, mais mon corps, lui, chaque toucher d'homme était, à chaque fois qu'un homme me touchait, mon corps éprouvait du plaisir. ouais. Et ça, c'était un des grands combats que j'ai dû mener contre mon corps. Chaque fois qu'un homme me touchait, je ressentais du plaisir. Et il y a que quelques mois que j'ai pu réellement désactiver ces trucs en comprenant que de tous les chapitres de cette expérience, le dernier chapitre, c'était le petit en moi n'arrivait pas à digérer le fait, il ne savait pas quoi faire avec le fait qu'il avait ressenti du plaisir, en fait. Mhm. Et avec une amie qui est thérapeute, qui me dit, mais c'est normal, il se culpabilise, alors que le corps est un corps de plaisir. Le corps est un corps de plaisir. Et du coup, l'adulte qui regarde cette expérience de viol, ce plaisir, comme je disais tout à l'heure, devient un plaisir coupable. Et, euh, et quand j'ai fait une séance autour de, par rapport à passer de la survie à la jouissance, justement, jouissance, qui dit jouissance du plaisir. Et, et pendant le stage, je demandais à une personne de me faire un massage où je ressentirais que je puisse l'identifier à un homme, que ce toucher-là, que mon corps puisse l'identifier Un au toucher d'homme. toucher d'un homme. Et Oui. du coup, ressentir cette peur. Et donc, pendant tout le massage, l'info que le corps me disait, j'ai peur que si un homme me touche, qu'il veuille à nouveau du coup me pénétrer, puisque moi j'ai associé du coup cette pénétration-là à quelque chose de négatif. Et au fur et à mesure des massages, j'ai d'autres infos qui descendaient, et là c'était plus au niveau de mon pur esprit que de mon corps. Je disais, en fait, c'est pas ça la peur. La peur, c'est pas que si elle te touche et que qu'il puisse à nouveau t'agresser, non. La peur est que si cet homme-là te pénètre, que tu puisses ressentir du plaisir. Et là, on est toujours dans ce même truc, le Toujours. plaisir coupable. Et donc là, du coup, il y a une partie de mon esprit qui a dit non, 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 puisque tu associes ça à la religion. Moi, je suis un homme, je suis avec des femmes. Si on me pénètre, non, c'est quelque chose qui ne va pas. Il y a eu un mécanisme de défense. Ok, l'info est descendue, l'info est descendue. Et ensuite, une autre info est venue. Et si la pénétration pouvait pas nécessairement être une pénétration par un homme. Donc l'info est descendue à nouveau, ça c'était pendant le soin. Ensuite, une autre info est descendue. Et si la pénétration pouvait passer pas nécessairement, pas nécessairement par ton anus. Et là, du coup, l'info est descendue. Et la dernière info, c'était et si, en vérité, tu pouvais être pénétré par toutes tes cellules. Et là, Euh, c'était la première fois que je faisais l'expérience. euh, Comment je pourrais expliquer ça? L'expérience de... C'est pour la première fois que le féminin en moi connaissait l'orgasme. Mm. Parce qu'il s'est libéré de toute la culpabilité associée au plaisir. Et c'est quelque chose en fait, j'étais perturbé. Parce que quelle est cette partie en moi qui connaît un orgasme alors que l'homme que je suis, euh, alors que j'avais pas, on n'était pas forcément dans un cadre sexuel, il n'y avait pas forcément d'érection, mais il y avait cette partie en moi qui était en train de connaître un orgasme. Et c'est là que je comprends tous ces trucs dans le tantra où on dit que la pénétration, elle est... Tout à J'ai fait. compris que oui, la pénétration, quand tu rentres dans cette dimension-là de la sexualité, c'est la cerise sur le gâteau, en fait, que l'on soit un homme ou une femme. Ouais, tout à fait. Et, On et est j'ai pénétré compris par du la coup, vie, on est c'est pénétré par la exactement ça. vie, Et la j'ai vie, compris du coup, par la même occasion, toutes les cellules. que la jouissance est également associée aussi à la puissance. Plus tu refoules, tu t'interdis de ressentir du plaisir, plus tu t'interdis de jouir et plus tu te coupes de ta puissance. Et beaucoup d'hommes n'ont pas accès à leur pleine puissance parce que derrière la pénétration, il y a la honte, il y a le sentiment d'être une femme et d'être faible. Et lorsque tu te libères de toutes ces images-là,
en vérité, et tu comprends que c'est pas ton masculin qui se fait pénétrer et que c'est ton féminin qui se fait pénétrer. Du coup, tu te réconcilies avec ton féminin et c'est le féminin en nous, quand on est un homme, qui porte la créativité, qui Absolument. porte l'imagination. C'est le féminin en nous qui, dans la densité, crée. Mais tu te coupes de ton féminin, du coup, bah, tu ne peux pas réellement procréer. Quand on parle de procréer un projet, tu procrées un projet. Un livre, c'est la procréation, c'est la création. Et pour qu'il y ait création, bah, il faut que ton masculin et ton féminin puissent s'accoupler. Et Absolument. quitter la peur que la pénétration fait de toi quelque chose de faible, de femme, puisque finalement, femme égale faible. Donc, pénétration, être pénétré fait de toi aussi une femme et donc faible. Quand tu te libères de toutes ces peurs-là, tu accèdes à une puissance par ton féminin, mais qui est immense. Et là, on comprend pourquoi bon nombre d'hommes qui ont marqué notre société avaient cette sensibilité, avaient cette vulnérabilité en vérité. Oui. Les peintres, les écrivains, des chefs d'entreprise, cette sensibilité-là, c'est le féminin en eux. Et c'est ce féminin-là qui était pénétré du coup par leur masculin, qui leur permettait du coup de créer, d'avoir accès à une créativité juste illimitée. C'est Tout vraiment ce qu'on a perdu, nous les hommes, avec cette notion-là du masque de l'homme que l'on nous a donné, pas d'émotion, pas de sensibilité, pas de vulnérabilité, parce que tu te coupes de ton féminin et donc de ta créativité et donc de ta puissance en fait. Oui, de ta Ta puissance. puissance. Et c'est aussi un magnifique message pour les femmes parce que c'est vraiment ça, Pareil, l'orgasme oui, féminin, c'est être complètement pénétré par la vie, les forces de la par la vie, vie, la puissance créatrice. Et c'est qu'on soit homme ou femme, ou c'est qu'on soit pour ça femme. que c'est magnifique la manière dont tu C'est l'expliques pas parce que nécessairement génitalisé. Et puis, ça absolument. renvoie aussi à une autre vision de la sexualité, où voilà, sexualité homme, femme, pénis, vagin, mais en vérité, tout est sexuel. Quand tout est pénétration, tout est pénétré. Je rentre dans une pièce, je pénètre l'espace. Euh, Quand je bois de l'eau, l'eau pénètre mon corps. ouais. Tout n'est que pénétration, tout n'est que pénétré. Absolument, absolument. C'est vraiment, on ne peut pas être vivant si on n'accepte pas d'être pénétré par le vivant. Et Ouais, psychiquement, il va falloir pas mal de temps pour ça, hein. bien En tout sûr. cas, tu as, aussi les remerciements de Morgane qui dit merci beaucoup pour votre témoignage. Cela touche de Plaisir. nombreux hommes qui n'arrivent pas à se libérer et donc merci d'être qui vous êtes. Et Marissé qui nous témoigne aussi, merci profondément pour ces paroles qui ouvrent mon regard sur l'abus des petits garçons et qui m'ouvrent à une dimension différente de mon propre abus de petite fille. Un pas de plus aussi dans ma réconciliation de moi à moi et le Congo où je suis née et où j'ai vécu cette expérience. Donc, gratitude bénie. Et, et c'est vraiment Plaisir. aussi cet endroit où c'est important que, oui, lorsque la parole se libère, en fait, on libère, tu as bien expliqué tout ce plan transgénérationnel, mais en fait, un homme qui libère la parole libère les autres hommes, mais libère les femmes. Et c'est la même Bien chose sûr. pour les Ah femmes. oui, Les femmes ah qui oui. libèrent leur parole, très souvent, tant que la société n'a pas compris que ce n'est pas contre les hommes, mais qu'au contraire, ça va libérer les deux. Et il y a un aspect aussi peut-être sur lequel je voudrais juste remettre un mot que tu as bien décrit. C'est cette étape où on doit accepter de reconnaître qu'on a été victime. Parce Mhm. Ah qu'il oui, y c'est a important. aussi une sorte de côté Rambo dans la psychologie, le développement personnel, je dirais, parce que ce n'est pas la psychologie connaît ces mécanismes, mais dans le développement personnel, où c'est presque, tu n'es pas victime de toute façon, Ah, c'est que regarde la responsabilité. Oui, bien sûr, mais dans les étapes de la guérison, c'est extrêmement important bien sûr. parce qu'en Elle est fait, cette fondamentale. étape-là, on va tout faire pour ne pas le faire. Comme tu dis, il faut qu'on se retrouve au-dessus. Il y a l'idéal du moi qui ne va pas vouloir être victime. Surtout si en plus la société dit, tu n'as qu'à regarder chez toi, qu'est-ce que tu as fait pour attirer ça. Donc, c'est hyper important cette étape qu'il y a pour l'instant. Alors évidemment, parfois ça se fait Ah pas oui, avec toute la sagesse qu'il faut, mais cette étape de se reconnaître victime, il n'y aura elle est pas de guérison importante. si ce n'est pas fait. Elle est importante. Elle est Pour reconnaître vraiment cet endroit comme tu le reconnaître. vois, cet Ouais. esprit qui est entier et innocent. Je crois que la personne qui n'a pas reconnu l'aspect victime
ben, ça va peut-être être plus compliqué de reconnaître cet aspect parce qu'il sera toujours entaché quelque part, reconnaître son innocence, sa pureté de départ. Bien sûr, oui. Ouais, donc Elle merci est, vraiment beaucoup elle est vraiment importante. Tu ne peux pas passer de... C'est comme si t'as été coupé au couteau et puis on te dit demain tu vas te réveiller, il faut que la plaie se soit cicatrisée, il n'y ait plus de taches, il n'y a plus rien. Non, non, non. Tu dois passer par l'étape où j'ai mal, quand je me douche, c'est chiant, je peux pas, je souffre. Même physiologiquement, le corps a besoin. Et puis, c'est le fait de reconnaître qu'on a été victime, bah, ça nous aide aussi à pouvoir prendre soin de l'enfant, l'enfant qui pleure. Parce que même si l'enfant est dans sa dimension de pureté, mais l'adulte, quand il porte ce regard-là, Oui, ben, il voit l'enfant qui pleure. bien sûr. Il a besoin d'aller voir cet enfant, il a besoin de pleurer, c'est important de faire son deuil. Oui. Et une fois que tu fais les deuils, après, tu peux commencer dans un premier temps à chercher des outils Mm. pour guérir, Mm. pour te libérer des mémoires, pour te libérer au niveau neurologique, au niveau psychologique, au niveau émotionnel. Mais cette étape, de la victime, moi, je me suis senti victime pendant longtemps. Je l'ai haïssé, je l'insultais tout le temps. Et c'est normal. Oui, Et c'est et normal. tu récupérais ta puissance aussi en faisant ça. Aussi, bien Tant qu'on ne sûr. se reconnaît pas victime, on ne va pas avoir accès à cette Non, puissance et on ne va pas non. pouvoir prendre soin de cette partie qui a été blessée. Puisque, bah non, même pas mal, hein, il n'y a pas de raison qu'on prenne soin de toi. Donc, même de toi, tu ne vas pas prendre soin. Ouais. Oui, bah écoute, mais vraiment, Tout est important. C'est vraiment dans le processus. euh, J'aime bien dire que l'homme est comparable à une graine. Quand tu plantes une graine, chaque étape est importante. Les racines qui commencent à pousser, le tronc, la petite brindille qui sort de la terre. Tu plantes une graine, demain, tu n'auras pas un arbre avec des fruits. Et mm, la guérison, c'est le même processus. mm, Tu plantes des nouvelles graines imprégnées d'amour, imprégnées de paix, imprégnées de joie, imprégnées de réconciliation, pour que ces graines puissent donner un arbre avec des fruits que tu vas pouvoir accueillir. Il faut que tu arroses, il faut que tu arroses, il faut que tu arroses. Et c'est tout un process. oui, oui, oui. C'est tout un C'est un process. process que tu as vraiment très, très bien décrit. Ça nous permet vraiment de le percevoir. Aucun livre ne peut nous apporter cet enseignement-là. Là, on est vraiment dans la compréhension dans notre chair, dans notre cœur du processus. Donc, vraiment, merci beaucoup, Avec grand Béli. plaisir. Et moi, j'ai toujours aux gens, quand je leur parle, après, pour les personnes dont la plaie est encore ouverte, ça peut faire mal quand je dis ça, mais moi, c'est peut-être une des plus belles expériences que j'ai eu à vivre. Là, évidemment, je le dis en tant qu'adulte, après avoir fait tout ce chemin de traversée émotionnelle et dépression, de déprime et tout. Mais j'ai appris, j'ai continué d'apprendre tellement de choses sur le fonctionnement du masculin, sur le fonctionnement du féminin, sur le fonctionnement de l'esprit, sur les émotions, sur le corps, sur l'inconscient. C'est des choses que tu peux lire dans un livre, mais la connaissance Ouais. intérieure, elle est... c'est- Il n'y a pas de mots. Tu comprends tellement de choses. C'est c'est beau. Après, moi, dans mes croyances, en tout cas, ça n'engage que moi. euh, je crois en cette idée selon laquelle notre âme ou notre esprit Mhm. choisit de vivre un certain nombre d'expériences. Et les expériences qu'il est amené à dépasser, à transcender, parce que la vie ne nous donne que ce que nous sommes en mesure de supporter et de dépasser. Et une fois que l'on dépasse cela, eh bien, nous sommes en mesure de montrer le chemin à d'autres personnes et se dire, mais oui, je pars de là, mais regardez, un autre chemin est possible. Et donc, tout ce que j'apprends vraiment de par cette expérience, parfois je me dis, waouh, mais l'esprit humain, il est magnifique. Parfois je me dis, putain, j'espère qu'un jour je vais checker Dieu. Je lui dis, mec, t'es trop fort. Tellement. Je me dis, mais il est trop fort, mais il est trop fort. Par exemple, cette expérience m'a permis de comprendre, après, ce n'est qu'une lecture. Pourquoi beaucoup de femmes indépendantes, puissantes, ben, elles ont du mal à être en couple. Mhm. Au début, je me regardais, je me disais, mais pourquoi? Et c'est là, tout simplement, de par mon expérience,
et avoir fait l'expérience de la pénétration, du coup, avoir cette inversion symbolique du féminin et du masculin, ben, certaines femmes, quand elles étaient petites filles, elles ont vécu dans des conditions, elles ont vu comment maman galérait avec papa. Elles ont vu comment maman était dépendante financièrement de papa. Quand maman avait besoin d'argent, toujours papa. Et parfois, quand la relation se terminait, papa pouvait avoir des comportements qui pouvaient humilier maman. Et maman, en fait, elle était dépendante. Et en grandissant, elles se disent, je veux vivre autre chose, mais Mm. surtout pas ça. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont plus stimuler leur masculin, et souvent au détriment de leur féminin. Ouais. Quand on parle du masculin, c'est l'autorité, la sécurité, le cadre. Euh, et étant dans un monde où les règles du jeu sont régies par les masculins, une femme qui veut réussir professionnellement, qui veut être autonome financièrement, doit malheureusement surdévelopper et jouer le rôle de ce masculin-là. Du coup, toutes ces femmes, en grandissant, en surstimulant leur masculin, et quand elles vont occuper ce poste-là où financièrement elles sont à l'aise et tout, ben, leur féminin peut avoir été un peu délaissé. C'est-à-dire cette capacité à recevoir, cette vulnérabilité, cette sensibilité, cette capacité à donner peut avoir été un peu négligée. Mais maintenant, elles veulent rentrer dans une relation. Mais elles cherchent une relation où un homme aura suffisamment un féminin assumé et accueilli pour apaiser, en fait, leur masculin. Mais si toi, l'homme, mais nous, les hommes, on a grandi dans une société où on dit, ouais, masculin, je pleure pas, je ne montre pas mes émotions, blablabla. Mais symboliquement, une femme autonome financièrement qui a réussi dans un monde d'hommes, quand elle est avec un homme, en fait, symboliquement, c'est deux masculins qui sortent ensemble. Du coup, il y a un combat de coq. Ah oui, Il y a il un ne peut combat pas de y avoir coq. deux hommes à la maison. On ne peut pas avoir deux hommes à la maison. Et j'ai pu observer, même quand j'ai discuté avec certaines amies qui ont réussi professionnellement, j'ai observé que beaucoup de femmes indépendantes et puissantes, mais quand on regarde leurs hommes, en fait, c'est des hommes qui ont un féminin qui est accepté en vérité. C'est pas Oui. des hommes, oh, je suis fort. C'est des hommes qui expriment leurs émotions, qui accueillent leur sensibilité, qui accueillent leur vulnérabilité. Et du coup, leur féminin est en mesure d'accompagner le masculin de ces femmes qui, de par leur parcours, a été super développé. Oui, oui, oui. Après, Ça doit est-ce que toujours c'est danser à général? deux, hein. Bien Ouais, sûr. Du ça, coup, l'un compense le pôle de l'autre. tout Et à du fait. coup, ça fait cette danse. Ouais, Cette danse où l'on se complète. ouais, tout à Et fait. c'est magique. C'est magique. Ah bah Béni, c'est incroyable voilà, quand on passe tout ce parcours et puis qu'on voit aussi ce à quoi tu arrives, cette cette pétillance. Là, on pourrait passer toute la nuit avec toi, mais là, je crois qu'on va devoir malheureusement arrêter. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel tu voudrais terminer ou... Oui, pour les hommes qui aimeraient libérer la parole et qui n'y arrivent pas, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. J'en ai parlé à moi, mes parents, c'est seulement en 2019. Vous voyez? Donc, ça fait 10 ans que je travaille là-dessus, mais j'ai eu le courage d'en parler vraiment à mes parents seulement en 2019. Mais entre-temps, j'en avais parlé à des personnes qui m'accompagnaient, des hommes, des femmes. Je- J'avais déjà commencé à en parler Hmm. sur les réseaux sociaux quand je racontais mon histoire, mais sans réellement en parler à mes parents. Ah oui. Et, donc, cette étape-là, elle prend du temps. Non, ne vous mettez pas la pression du lendemain. Oui, oui, non, non, non. Prenez les temps dont vous avez besoin. Si vous ne parvenez pas à libérer la parole parce que la honte vous submerge, moi, je vous conseille de prendre une feuille. Quand on a fait ce genre d'expérience, on a émotionnellement, nous sommes habités par des sentiments contradictoires. Il y a le sentiment de l'homme qui est en colère contre la personne, qui a de la haine, euh, qui a envie de se venger, enfin pas de se venger, mais qui a envie de taper la personne. Mais il y a aussi l'enfant qui a fait l'expérience. Et l'enfant, il est dans l'amour, il n'est pas dans le jugement. Du coup, il y a ces deux sentiments qui se confrontent. Et c'est important de pouvoir vraiment mettre la clarté là-dessus. Et moi, je conseille toujours aux gens, tu prends une feuille et tu écris tout ce que tu as dans le cœur. La colère, la haine. Ose écrire, par exemple, si tu as ressenti du plaisir.
Écris-le. Le fait de l'écrire, ça va déjà t'amener à te libérer de la honte par rapport au fait que tu as ressenti du plaisir. Mm. Tout ce que tu as pu vivre et ressentir, écris-le. Mm. Écris-le. Et ensuite, tu prends tout ce que tu as écrit, tu le mets dans une enveloppe, pas besoin de mettre de nom, pas besoin de signer, et tu le postes. C'est un acte psychomagique, un Oui, acte symbolique qui est superbe, oui, qui est oui. vraiment, vraiment, vraiment puissant. Et tu accompagnes les gens sur ce chemin, quand Du même. coup, oui, Mm. enfin, oui, enfin, ce chemin qui m'a choisi plutôt, j'allais dire oui, c'est ce chemin qui m'a choisi. Et du coup, oui, j'accompagne des gens pour travailler sur ces mémoires, notamment la peur que tout homme qui te touche, le corps tout de suite ressent envie de ressentir du plaisir. On peut s'en défaire. C'est Oui, juste des mécanismes neurologiques, émotionnels, affectifs que l'on peut défaire. Quand on revient un trauma, le cerveau a engrammé les émotions, le corps a engrammé des émotions et on peut désengrammer ces émotions pour pouvoir être en paix avec le fait d'avoir été pénétré. Et que notre corps, surtout, je dis, le corps n'est pas coupable et le plaisir n'est pas coupable. Euh, on est vraiment en paix lorsque on regarde l'enfant et on dit, OK, il a ressenti du plaisir, mais il n'est pas coupable. oui, Mais là, il y a plusieurs niveaux. Il y a la dimension psychologique, émotionnelle, mais aussi la dimension vraiment religieuse qui est importante parce qu'il y a la honte par rapport à Dieu. Et, et se libérer aussi de l'influence de cet homme-là, tu disais tout à l'heure, cet homme-là, vu qu'il est adulte, je suis l'enfant, il est Dieu, ben, il y a tout un mécanisme, il faut tuer Dieu. Il faut tuer Dieu. Et parce que tout ce que Dieu m'a fait subir, je le mérite. Le petit enfant, bah, je mérite puisque c'est Dieu qui m'a fait ça. Donc, il y a tout un travail vraiment énergétique où tu dois comprendre que non, c'était pas Dieu, c'était juste un enfant qui a souffert aussi parfois. tout à Et fait. même s'il a pas, même si tu n'arrives pas encore à cette dimension de l'enfant, mais cette personne n'est pas Dieu. Et vraiment, c'est des mécanismes. Et je passe notamment par la danse, parce que c'est le corps qui vit l'expérience, avec le longo, qui est une danse africaine, où on passe par vraiment ce travail de purification et des cellules, et du corps, mais également des chakras, et notamment le premier chakra par rapport à la sexualité. Mm. Oui. Donc c'est un- c'est possible d'en sortir, c'est possible d'en sortir, c'est Bah, possible de faire la paix avec cette tu es le bel histoire. exemple. Tu es le Ouais, bel c'est exemple. possible d'en sortir. C'est possible d'en sortir et de rayonner vraiment qui tu es. Donc, Ouais. merci pour ce rayonnement. Et oui, ça, je n'en ai pas parlé, euh, enfin vaguement. En réalité, quand on fait l'expérience du viol, on a le sentiment que la personne nous a pris notre virilité parce qu'on a une image d'un homme viril que la société nous propose. On a l'impression que la personne nous a pris notre puissance, notre autorité, nous a tout pris en réalité. En fait, c'est juste une interprétation que nous faisons à partir de notre personnalité. Et Mm. lorsque l'on comprend en fait que l'enfant, après là, c'est plus une dimension spirituelle, mais lorsqu'on comprend que l'enfant, cette partie du pur esprit que nous sommes, mais n'a rien perdu et que la, l'autorité, la puissance, la jouissance, la virilité, tout est déjà là. Mais parce qu'on porte un regard coupable sur l'expérience de l'enfant, on a l'impression qu'il y a des portes qui ont été fermées. C'est vraiment des croyances. Mais une fois que tu lèves ces croyances, tu comprends en fait, mais en fait, ma virilité, elle est toujours là. Elle a toujours été là. En fait, ma puissance, elle a toujours été là. En fait, tout ce que vous pouvez associer à l'homme est toujours là. Et que le fait d'avoir fait l'expérience du viol ne vous enlève pas ça. Mais vous croyez parce que symboliquement, la femme, quand tout ce qui est associé au fait d'être pénétré vous renvoie à la femme, et la femme, elle est faible, elle pleure, elle a pas d'émotion, elle est dans l'émotionnel. Et quand on comprend aussi que le féminin est extrêmement puissant, on va quitter aussi ces mythes du féminin faible. Le, on pourra en parler des heures, mais il y a une puissance dans le féminin qui, pour pouvoir, a besoin du masculin en nous. A Mm. besoin du masculin en nous. Et les hommes, c'est vraiment dommage, parce que dans tous les trucs de développement personnel, dans tous ces trucs où, quand il s'agit des émotions, il n'y a pratiquement que des femmes. Parce que nous, on se ferme à notre sensibilité, aux émotions, à notre vulnérabilité. On a peur de se sentir faible. Mais ce sentiment d'être faible, en fait, c'est juste un panneau. Et derrière ce panneau-là, il y a un village immense,
avec des possibilités à l'infini. Et lorsque vous vous connectez à votre féminin, vous allez avoir accès à des créativités, à un certain nombre de choses, des potentiels, mais juste incroyables. Et les dons de l'enfant, puisque c'est l'enfant en nous qui porte le rêve et les dons que nous sommes venus incarner sur Terre. Mais l'enfant, pour pouvoir exprimer ses dons, ben, il est dans la créativité aussi. Bien Mais sûr, si tu fermes ton féminin, mais l'enfant ne peut pas exprimer. tout à fait. Donc, se réconcilier avec son féminin, c'est aussi se réconcilier avec l'enfant. Donc, les deux sont vraiment liés. Et quand, du coup, tu fais la paix avec ton féminin, tu fais la paix avec l'enfant, et tu comprends en vérité la dimension symbolique, le père, la mère et l'enfant. Là, on va rentrer dans un truc spirituel, mais et c'est là que tu peux réellement créer, du coup, le masculin et le féminin qui sont que la présentation du père et de la mère en toi peuvent accompagner l'enfant qui va du coup se sentir en sécurité et pouvoir exprimer pleinement son innocence, sa sécurité, son innocence, son entièreté et sa pureté. Et là, Oui. c'est Et c'est pour ça que magique. lorsqu'on a commencé, que j'ai dit que c'était vraiment un chemin initiatique, c'est ce que font les chemins initiatiques, de faire en sorte que tu retrouves ton unité. Et une expérience comme celle-là est vraiment l'expérience qui, dans la chair, t'oblige, pour en sortir, à trouver l'unité. Parce que sinon, tu n'en Ouais, sors jamais. Donc, on n'en sort c'est jamais. incroyable la puissance initiatique de cette expérience et j'aime beaucoup le fait que tu utilises le mot expérience plutôt que effectivement agression, quoi. Vraiment, vraiment merci Béni. Je profite aussi pour Tout le plaisir. remercier Tsaka, puisque c'est aussi grâce à elle que qu'on a pu se Merci rencontrer. Un grand merci merci à Tsaka. Mayayan Saka. Il y a Aline aussi qui, on va terminer le merci avec Aline, qui nous dit un tout grand merci Béni pour ce magnifique partage, d'avoir évoqué la question de l'équilibre intérieur entre le féminin et le masculin, d'avoir évoqué aussi la question transgénérationnelle, parce qu'effectivement, tout est là. Et c'est pour ça la puissance de cette expérience au niveau initiatique, parce qu'elle elle nous oblige à traverser l'unité de soi à soi, l'unité soit avec sa famille, soit avec les hommes, les femmes, soit avec toute la communauté humaine. C'est Exactement. impressionnant. Exactement. C'est vraiment Et, impressionnant. et aujourd'hui, les traditions nous disent que nous sommes reliés, nous sommes interconnectés. Mais quand on en parle, ça donne un peu, ouais, un truc un peu new age, un truc un peu ésotérique. Aujourd'hui, la science nous dit que même depuis le Big Bang, depuis que la matière, même si la matière est séparée depuis cette explosion-là, effectivement, sur le plan visible, nous sommes séparés, mais énergétiquement, nous sommes toujours connectés. Nous sommes Et les un. physiciens quantiques parlent du lien quantique. Ça veut Oui, bien, non, ça veut dire que tout travail de guérison que tu peux faire sur toi, eh bien, automatiquement, ça a un automatique. impact sur ta famille, ta communauté et le monde. Ouais. Et le Ouais. monde. Et comme tu disais, puisqu'il n'y a pas de passé, futur, et que tout est dans le présent, ce que tu es Tout en est dans le ici et train de maintenant. guérir, tu es en train de guérir là, maintenant, pour toute Là, l'humanité. maintenant. Nous Toute sommes l'humanité. un. Oui. C'est Merci tellement beaucoup, facile. Béni, vraiment. Merci, merci, merci. Avec grand plaisir. Je me réjouis vraiment de pouvoir mettre ton petit mantra en illustration parce que donc, dans les jours qui vont venir, je vais pouvoir faire aussi la version YouTube et je mettrai à ce moment-là sur nos différents groupes, Apesra, aimer les pages Apesra, Accenty Channel, que je vous invite à aimer ou à rejoindre. Je mettrai donc le petit mantra et la vidéo également YouTube. Donc, si vous avez trouvé ce sujet intéressant, si vous croyez que ça peut aider d'autres personnes aussi, n'hésitez surtout pas à la partager. Merci encore Tsaka, merci encore Béni et Merci à toi, ben, Maria. on se retrouve de toute façon. Au plaisir. À très bientôt. Merci pour ce À très être bientôt. homme. Merci.